Bonjour Sandra Rigol. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. Ce week-end, c'était la Convention citoyenne pour le climat. Elle a rendu ses conclusions, ses 150 propositions. On va y revenir évidemment, mais d'abord, un mot sur la fête de la musique. Hier, une marche blanche était organisée à Nantes. 4000 personnes se sont réunies pour demander justice pour Steve, un an après sa mort qui faisait suite à une interpellation policière. Parmi les manifestants, on pouvait entendre, je cite, « Steve est devenu le symbole de notre heure, de notre génération. Ensemble, nous devons réécrire les règles. » De quoi Steve est-il le symbole et de quelles règles il faut réécrire, Sandra ? Alors, je ne sais pas si Steve Maia Caniço est le seul symbole. Il y en a d'autres, comme Adama Traoré ou d'autres morts dans des conditions liées à des arrestations ou à des poursuites de police. On n'a pas de chiffres, malheureusement, à part la recension de Basta depuis les années 70, où eux en sont à plus de 600 morts, soit par la police, soit du fait d'une intervention de la police. Ça fait quand même beaucoup. Et peut-être que ces derniers morts, dans un contexte particulier, avec une police exsangue après 6 ans d'état d'urgence, sur les nerfs, sans moyens, un ministre qui donne des ordres et des contre-ordres sans arrêt, qui, pour le coup de Steve Maia Caniço, remercie les personnes qui sont intervenues en leur offrant des médailles et qui, quelques mois plus tard, un an plus tard, interdit tout propos déplacé de la part de la police. On voit qu'il commence à y avoir un petit souci. Donc oui, Steve est un symbole, mais c'est pas le seul, parce que là où il y a eu le plus de morts, c'est pas du côté des quais de Nantes, mais c'est plutôt dans les quartiers populaires. Donc, Justement, tu le dis, ça fait écho avec la lutte que mène Assa Traoré pour son frère Adama. Je te sais, toi, en tout cas, à leur côté depuis un long moment. Est-ce que tu dirais quand même que la gauche a mis du temps à les soutenir, quand d'ailleurs c'était pas de l'affichage, parce que même Assa Traoré parle d'affichage d'une partie de la gauche. C'est quoi la gauche? Quelle gauche? Je sais pas, il y a beaucoup de gens qui ont été autour d'eux dès le début. Après, dans ce genre d'affaires, c'est toujours très compliqué d'apparaître en soutien aux victimes, aux familles de victimes en l'occurrence, sans être pour autant en guerre avec l'intégralité du corps des forces de l'ordre, ce qui n'est pas l'objectif. Ce qu'on essaye de faire quand on soutient les familles dans ces affaires-là, que ce soit à Nantes, que ce soit avec la famille Traoré ou d'autres, c'est de rappeler que quand il y a un problème à l'intérieur d'un collectif, c'est l'ensemble de la société qui est touchée, comme ce collectif est censé en assurer la sûreté. Et du coup, oui, on a été assez tôt à leur côté, parce qu'il nous semblait que c'était un cas emblématique. Et je trouve ça inquiétant un petit peu que la France se réveille quand George Floyd meurt, mais ne se réveille pas autant, puisque tu parlais de la gauche, quand Adama Traoré et les 600 autres sont morts sur les dernières années. Il y a quand même une espèce de déni de nos propres travers qui ne concerne encore une fois ni que la police, ni que les politiques, mais toute la société, qui est très très difficile, mais qui remonte à loin, qui remonte à notre histoire, qui n'a rien à voir avec celle des États-Unis. Mais si on ne fait pas un véritable travail dessus, eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. De quelle police on a besoin, Sandra ? D'une police qui ne soit pas celle de l'affichage de la sécurité, mais qui soit celle de la sûreté. En fait, les gens qui rentrent dans les forces de l'ordre, ils ne le font pas pour taper des gens au coin d'une rue. Ils le font. Ils sont entraînés pour ça, si jamais, mais en fait, leur mission, c'est d'assurer la sûreté, de travailler sur le terrain, d'enquêter. C'est quand même un peu plus intéressant que de juste taper quelqu'un quand il a fait un petit larcin, c'est de prévenir l'ensemble des larcins. Et en fait, la police ne s'y retrouve plus, on le voit, ils sont de plus en plus mobilisés, avec des syndicats très très limites sur les propos et qui instrumentalisent largement le ras-le-bol de ces corps, police et gendarmerie. Et ça ne peut pas fonctionner. Donc nous, ce qu'on défend, c'est une police qui assure, une gendarmerie qui assure la sûreté de chaque personne à travers le territoire. Ça veut dire que tout le monde est égaux, égal devant le droit d'être puni ou de ne pas être puni de la même façon sur là où on habite. Et il faut dire quand même les choses comme elles sont, c'est pas du tout le cas aujourd'hui en France. Alors je l'ai dit, ce week-end, la Convention citoyenne pour le climat a rendu ses conclusions. 150 propositions, révision de la Constitution, autoroute à 110 km, moins de viande dans les repas, rénovation énergétique des bâtiments. C'est un vrai programme politique. Oui, c'est un vrai programme politique. Et puis surtout, c'est intéressant de voir que 150 citoyens qui n'avaient rien demandé, qui n'étaient pas formés aux enjeux politiques, qui n'étaient pas formés aux enjeux climatiques, économiques, tout ce que tu veux, en 9 mois font plus que ce qu'a fait l'ensemble de la majorité présidentielle en 3 ans avec l'ensemble des pouvoirs.
Et j'ai beaucoup entendu les membres de la majorité ou leur soutien fustiger cette convention aux mains de ces affreux Khmers verts qui les auraient complètement détournés. J'invite vraiment tout le monde à regarder qui sont les experts que ces citoyennes, ces citoyens ont rencontrés. Il y en a plus de 100, 125 je crois. Je ne sais pas, pour le bâtiment, tu as aussi bien Bouygues d'un côté que la Fondation Abbé Pierre. Pour les commerces, tu as aussi bien Carrefour, le groupe, que Biocoop, tu as aussi bien Greenpeace, que je ne sais pas quoi, enfin tu as vraiment tout. Et donc ils se sont forgés une idée à partir d'informations. En fait, c'est la première fois depuis très longtemps en France qu'on a une vraie expérience démocratique. Et oui, elle échappe totalement au pouvoir, parce que le pouvoir citoyen, c'est quand même quelque chose de puissant et ça fait beaucoup de bien. Tu dis expérience démocratique, pourtant, quelle est la légitimité de cette convention à partir du moment où elle a été tirée au sort? Est-ce que c'est une nouvelle forme qui devrait être intégrée justement à notre modèle démocratique, le tirage au sort? Alors elle est tirée au sort, mais suivant des critères représentatifs de la société, c'est-à-dire qu'elle a la même fonction, entre guillemets, qu'un sondage. Ces 150 représentent la société française dans sa diversité. Donc quand tu les mets à travailler, et qui produisent quelque chose, tu peux te dire que si tu donnais toutes les mêmes infos à toutes les Françaises et tous les Français, tu aurais le même résultat. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et quelles leçons t'en tires justement? Ça voudrait dire que par exemple, notre Parlement, ou en tout cas une partie du Parlement devrait être formée par ce type de fonctionnement démocratique, par tirage au sort représentatif? On peut réfléchir à ça, mais on peut surtout réfléchir à à développer plus largement ça. On est très loin du grand débat avec la Convention citoyenne. On est même à l'opposé du grand débat. On n'est pas dans quelque chose de descendant, on est dans quelque chose de transversal. On est dans une reprise de pouvoir de la population sur les décisions politiques. Donc c'est hyper important. Et tu présentais les choses avec 100 km/h, viande, etc. C'est pas du tout comme ça qu'ils ont pensé leurs 150 propositions. C'est comme ça qu'elles sont prises pour être dévalorisées, j'ai envie de dire. La réalité, c'est qu'ils ont proposé un plan global pour des transports adaptés, pour un droit à la mobilité pour tous, pour un droit à l'alimentation pour tous, pour un droit à la vie pour tous, tout ça dans le respect des limites planétaires. Et en fait, prendre juste à chaque fois une solution, alors que c'est vraiment pour eux penser dans un ensemble, exactement comme un programme politique, c'est un peu dénaturer leur travail qui est vraiment passionnant. Après, moi, en tant qu'écologiste, c'est vrai que je peux être que ravie de voir que, d'un point de vue totalement pragmatique, quand tu mets 150 personnes face à des spécialistes, au bout de 9 mois, ils proposent un programme qui est quasi celui des écologistes. C'est quoi la suite pour toi? Comment tu aimerais que les choses se passent? Emmanuel Macron parle éventuellement d'un référendum, on ne sait pas très bien sous quelle forme, si c'est question à choix multiple, si c'est plébiscite pour Emmanuel Macron. C'est quoi la meilleure option pour donner justement du crédit aux travaux de cette convention? Emmanuel Macron s'est engagé devant les citoyens à la convention à présenter sans filtre, et j'insiste puisque la citation est de lui, sans filtre, leurs propositions aux Françaises et aux Français. Emmanuel Macron, il a les pleins pouvoirs s'il veut faire quelque chose. Il a la majorité absolument absolue à l'Assemblée nationale. Il a les moyens de l'État. Donc s'il voulait vraiment donner une suite à cette convention, il passerait directement dans le débat parlementaire ses propositions. C'est pas le choix qu'il fait, c'est pas le choix qu'il envisage, il envisage un référendum. C'est intéressant les référendums, mais il nous reste 9 ans pour agir face au réchauffement climatique, mettre en place des politiques publiques. Et la France n'est pas la seule à devoir faire ça. Donc si on veut prendre le lead, il faut s'y mettre très tôt. Il a tous les outils en main, il choisit quoi? Un référendum. Un référendum, ça va faire encore 6 mois, 1 an à attendre pour arriver à informer la population, pour mettre en place le vote, etc. Toi, tu dis qu'il faudrait que le débat parlementaire soit organisé autour de ces 150 propositions? Je dis qu'il a le choix et qu'il a fait un choix stratégique très clair, celui de gagner du temps. Il reste moins de 2 ans avant l'élection présidentielle et on a un peu l'impression que le sous-texte, c'est bien sûr je vais tout faire dans mon prochain mandat si vous me réalisez, et qu'en fait jouer avec des citoyens qui n'avaient rien demandé à la base pour arriver à faire son plan de réélection, c'est d'un cynisme absolu qui commence à dépasser un peu les bornes. Il y a une proposition qui n'a pas été retenue, elle a été rejetée par 65% des 150 membres de la Convention, c'est la réduction du temps de travail à 28 heures hebdomadaires. Toi, tu y es favorable? Alors, ils ne l'ont pas rejeté. Ils se sont dit que dans le contexte actuel et avec la crise, c'était pas compréhensible. Ce qui est intéressant parce qu'il y a d'autres moments où des politiques font des propositions similaires ou en tout cas très progressistes sans se poser la question de la recevabilité. C'est-à-dire sans se poser la question de qu'est-ce qui répond aux problématiques des gens au quotidien au moment où on l'a fait. Et encore une fois, ces citoyens, ils sont bien plus politiques en fait, au sens noble du terme, que ceux qui font de la politique au sens pas noble du terme,
puisqu'ils ont acté que c'était important, primordial, la réduction du temps de travail. Ça, c'est leur réflexion, ça ne faisait pas partie de leur travail à la base, mais c'est une suite logique. Et ils disent, si on le met, on va gâcher tout le reste du travail. Donc on ne lâche pas cette proposition, mais on ne la met pas tout de suite dans le pool. Et c'est aux politiques d'assumer le travail et d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est ça le message qu'ils donnent au gouvernement. C'est vous nous avez confié un travail, on l'assume, on vous donne 2 points pour le référendum. Mais pour le reste, vous êtes engagés à faire un travail politique, faites-le. Aujourd'hui, Libération fait sa une sur les écologistes et ceux qui l'appellent les espoirs verts de la gauche. C'est un dossier spécial sur les municipales. Les élections, évidemment, le deuxième tour a lieu dimanche. Rien ne te choque sur la couverture? Si, alors j'ai toujours, on en discute parfois avec les journalistes de Libération, un petit problème avec leur tropisme qui est de tout ramener à la gauche quand l'histoire est en train de s'écrire autrement. Parce que si vraiment c'était la gauche, je pense que Martine Aubry à Lille ou Catherine Trottmann à Strasbourg ne feraient pas le choix de faire une liste contre nous, avec un vocable nous accusant d'être l'extrême gauche. Alors c'est pas le couteau entre les dents, mais c'est le vélo entre les dents qui va saccager les villes de France. Il y a un moment donné, ce sont des représentantes historiques du Parti Socialiste, qui a été le représentant historique des grands partis de gauche. Je pense que la lecture est un peu fausse et qu'aujourd'hui il faut en avoir une autre. Après oui, évidemment, nous on a beaucoup de candidates femmes qui sont en passe de gagner des grandes villes. Je pense à Besançon, je pense à Strasbourg, je pense aussi à Poitiers. Voilà, on a plein de femmes qui sont jeunes, compétentes, ou pas jeunes d'ailleurs, mais qui ne sont pas mises en avant. Peu de femmes et peu de personnes racisées sur la couverture. Et que des personnes blanches, oui, ça c'est un gros souci. Alors que là aussi, il y a pléthore de candidats et candidates, peut-être dans des villes un peu moins grandes, je vais le conseiller. Europe Écologie Les Verts sera sans doute la grande gagnante de ces élections municipales. Qu'est-ce que vous allez faire de ce succès? C'est quoi votre responsabilité, au-delà évidemment de gérer les communes, après ce résultat électoral? Alors j'espère qu'on sera les grands gagnants, mais on ne va pas vendre la peau de l'ours, voilà. Très mauvaise expression pour une écolo. Ça nous donne, c'est pareil qu'à chaque fois qu'on gagne un petit peu, c'est-à-dire que ça nous donne plus de responsabilités. Les politiques ont déçu tellement de fois la population. Droite, gauche, peu importe, à chaque fois il y a une grande déception entre les discours et les actes. Donc nous aujourd'hui, on a déjà prouvé à Grenoble ou à Schiltigheim par exemple, pour prendre 2 villes qu'on avait sur le précédent mandat, que ce qu'on faisait avait une véritable action sur la ville des personnes. Je rappelle que Grenoble truste tous les classements sur bien vivre, envie d'y vivre, tout ça. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a eu un gros travail pour améliorer la vie des gens. Donc ça, on veut le faire à l'échelle d'un territoire, et puis de plus en plus. Donc on espère qu'à partir du 29 juin, on aura plus de leviers pour prouver que ce qu'on fait, c'est bénéfique pour tout le monde. Après, c'est des élections particulières, avec cette grande pause entre le premier et le second tour, avec la peur du Covid entre les deux, du Covid-19, pardon, il y a eu d'autres Covid en France, et il y en aura malheureusement d'autres si on garde le même modèle. Donc on a vraiment besoin de ces maires écologistes pour faire avancer à partir des territoires et faire bouger tout le pays. Donc je croise les doigts pour le 28, puis je fais un peu plus que croiser les doigts, on travaille pas mal pour essayer de faire avancer les choses. J'ai une dernière question, Sandra. Tu es avec Julien Bayou, la copatronne des Verts. Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que le patron des Verts, le vrai patron des Verts, c'est Yannick Jadot? C'est une lecture médiatique, c'est-à-dire que c'est effectivement la personne qui a été notre candidat à la présidentielle pendant un temps, notre tête de liste aux européennes 2 fois, qui a engrangé avec le reste du parti des succès. Donc forcément, l'attention médiatique dans la Ve République, où l'homme providentiel est toujours attendu, il y a toujours une personne qui est désignée. Mais dans la réalité, il y a un travail, un dialogue constant entre les représentants, c'est-à-dire les parlementaires, enfin les représentants externes, donc les parlementaires et les grands élus, et les gens qui s'occupent de ce parti. Il n'y a pas que Julien et moi, on est 15 dans la direction. Enfin, dans la direction. Dans le bureau exécutif, c'est pas tout à fait une direction chez nous, on est un peu plus transverse que ça. Et donc, oui, c'est une lecture médiatique. Dans la réalité, les décisions sont prises par notre assemblée interne des régions, par le bureau exécutif, par les régions. Enfin, voilà, les décisions sont prises là où elles doivent être prises. Un sondage aujourd'hui le donne à 8% si l'élection présidentielle avait lieu demain. Il y a quelques semaines, quelques mois peut-être même, c'était en fin d'année dernière, je crois, on t'avait reçu aussi dans la matinale, tu nous avais dit qu'il était le candidat le plus légitime à l'instant T. Il reste toujours le candidat légitime?
Aujourd'hui, il n'y a pas de grande figure qui émerge, même si on parle beaucoup d'Éric Piolle, qui sera peut-être la prochaine figure à émerger. Aujourd'hui, si tu demandes à un ou une Française dans la rue, le nom qu'il va te citer de personne qui fait actuellement de la politique... C'est Nicolas Hulot. Non, chez les écologistes. Oui, justement, chez les écologistes, ils vont plutôt dire Nicolas Hulot, Yannick Jadot, encore plus percé. Oui, ou alors on peut te dire Noël Mamère parce qu'il a été très connu, ou Cécile Duflot parce qu'elle a été très connue, mais si tu gardes juste les personnes qui sont en activité et en dynamique aujourd'hui, il y a beaucoup de chances qu'on te cite Yannick Jadot. Donc à l'instant T, c'est toujours lui. Après, ça va très vite la politique et on a encore du temps. Et puis c'est pas, tu sais comment on fonctionne chez nous, c'est pas trop. On n'est pas très 5e République, on n'est pas trop personne providentielle, donc c'est pas la question qu'on se pose le matin quand on se lève. Merci beaucoup Sandra. De rien, merci à vous.